La vie est compétitive et c'est la réalité. Peu importe ce qu'on apprend de nos jours, il faut s'habituer à gagner. Stefan Schwarzman est la 37e personne la plus riche du monde avec une fortune colossale de 26 milliards de dollars. La première règle, c'est de ne pas perdre d'argent. Il côtoie les dirigeants les plus puissants du monde. Pourtant, hormis dans le milieu de la finance, il est inconnu du grand public et personne n'a jamais entendu parler de lui. Alors, comment l'une des personnes les plus influentes et les mieux connectées parvient-elle à rester dans l'ombre? Comment a-t-il amassé une fortune aussi colossale et acquis le pouvoir d'obtenir un rendez-vous avec n'importe quel président quand il le souhaite? Un seul mot, Blackstone. Le plus grand empire d'investissement alternatif au monde, l'une des sociétés de capital investissement les plus puissantes, son influence s'étend partout et Schwarzman est confortablement assis sur le trône. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Il a dû serrer les dents à travers les épreuves. La route de Schwarzman vers la domination mondiale est jalonnée d'échecs embarrassants. Et il continue encore à se frayer un chemin jusque-là. Nous avons perdu tout notre argent. Ce fut un traumatisme profond. Je n'aime pas et ne suis pas habitué à l'échec que nous connaissons tous. Stephen Alan Schwarzman est né dans une famille de la classe moyenne ordinaire. Il personnifie le rêve américain. Grâce à leur travail acharné et leur détermination, ils ont créé une entreprise de produits ménagers à partir de zéro. Avec le temps, c'est devenu l'une des entreprises les plus prospères de la région. L'esprit d'entrepreneur est clairement dans leur sang. Stefan se lance à l'âge de 14 ans et crée sa propre entreprise, un service de tonte de pelouse où ses frères tondent pendant qu'ils trouvent des clients. Il vend aussi des bonbons en faisant du porte-à-porte, mais il passe toujours la plupart de son temps dans le magasin familial. Pour 10 centimes de l'heure, il fait des petits boulots allant de la vente de mouchoirs à l'emballage de rideaux. Joseph, le père de Stefan, a hérité du magasin de son propre père. Dans sa jeunesse, Joseph a aidé son père à gérer le magasin dont il s'occupe désormais lui-même. Cependant, son fils Stefan le déteste. Il passe des années à faire les mêmes tâches abrutissantes. Il a l'impression que c'est indigne de lui. Pourtant, Steven reconnaît le succès de l'entreprise familiale et il sent qu'il y a une opportunité. Si ça marche en Pennsylvanie, pourquoi pas à Chicago, à New York? Mais quand il présente ses plans d'expansion à son père, celui-ci ne veut rien entendre. Il essaie de l'expliquer, mais le jeune Steven n'arrive pas à comprendre et Schwarzman veut bâtir un empire. Il est prêt à mener des guerres pour y arriver. Steven ne comprend pas comment son père peut se contenter d'une vie médiocre. Il a des ambitions folles, des rêves de grandeur, et il va bientôt prouver qu'au fond de lui, il a ce qu'il faut pour devenir un entrepreneur à succès dans la finance. Au lycée, il se présente à la présidence du conseil des élèves. Tu as fait quelque chose d'assez audacieux. Tu as postulé à Harvard, Yale et je crois Princeton. Et Harvard ne t'a pas accepté. Alors tu as sorti quelques pièces et appelé le directeur des admissions de Harvard en disant « Vous avez fait une erreur ». En 1966, il finit par aller à l'université de Yale, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Là-bas, ils fondent une société de ballet. Les garçons et les filles de Yale interagissent rarement. Et son club est un immense succès pour les rassembler. Plus tard, il va même jusqu'à lutter contre une règle vieille de 268 ans qui empêche les femmes de passer du temps dans un dortoir masculin. Et à la surprise générale, il gagne. Mais sans surprise, les grossesses étudiantes ont fortement augmenté cette année-là. Inutile de dire qu'il devient très populaire à Yale, allant même jusqu'à être invité dans l'une des sociétés les plus secrètes et exclusives de Yale, le club Skull and Bones. En 1969, il est diplômé de Yale, fait un bref passage dans l'armée avant d'atterrir enfin dans l'université de ses rêves, la Harvard Business School. Toutes les routes mènent à Wall Street et armé de son master en 1972, Stevens est enfin prêt pour cela. Ou du moins, c'est ce qu'il pense.
Il est loin de se douter qu'il s'apprête à affronter l'une des épreuves les plus difficiles que la finance puisse offrir. L'épreuve du feu d'un banquier d'investissement. Le premier entretien d'embauche de Steven est avec la banque d'investissement Donaldson, Lufkin et Ginrich. Quand il lui annonce que le salaire est de $10 000 par an, il a le culot d'en demander plus. Pourquoi ? Il connaît quelqu'un d'autre de Yale qui travaille là-bas et qui gagne $10 000. Steven veut être le mieux payé de sa promotion. Tu ne devineras jamais, il l'embauche. Après Donaldson, il atterrit enfin chez Lehman Brothers où il restera pendant des années. Ouais, ce Lehman Brothers là. Dès qu'il met les pieds à l'intérieur, il est passé à la moulinette. Sa formation est brutale et ses supérieurs sont humiliants. Lorsqu'il remet un énorme rapport de 68 pages sur une compagnie aérienne, il se fait immédiatement crier dessus au téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une faute de frappe à la page 56. Puis, lorsqu'il assiste à l'une de ses premières réunions du conseil d'administration, entouré de ses collègues, un associé de Lehman nommé Lou Glucksmann se tourne vers lui et lui hurle « T'es qui, toi, bordel ?» En un instant, tous les regards se tournent vers Steven, dont les yeux s'écarquillent comme ceux d'un cerf pris dans les phares d'une voiture. Son cœur s'emballe et sa respiration devient erratique. « Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang ?» Schwartzman se demande. « Et pourquoi tu ne t'assois pas ?» Les premières années de Steven chez Lehman font passer l'armée pour un jeu d'enfant. Tout ce qu'il fait est passé au microscope et scruté. La moindre erreur, aussi petite soit-elle, est prétexte à une réprimande verbale sévère et humiliante de la part des supérieurs. Une telle pression suffirait à briser la plupart des hommes, mais pour quelques rares, comme Schwartzman, cela les rend durs comme l'acier. Pourtant, Steven en a été soulagé lorsqu'un homme nommé Pete Peterson, oui, je sais ce que ça donne, est devenu le nouveau président-directeur général de Lehman. Pete lui demande de l'aider sur un projet, et lorsqu'il sollicite une réunion une semaine plus tard, le sang de Steven doit sûrement bouillonner, imaginant déjà quelles erreurs il a pu commettre, à quelle attaque verbale il va avoir droit cette fois. Mais Pete est étrangement heureux, allant même jusqu'à dire qu'un ami dans un endroit comme Lehman, c'est de l'or. Maintenant, imaginez être ami avec le président-directeur général. Pourtant, même le président-directeur général ne pourra pas arrêter la tempête qui s'annonce. Steven profite actuellement d'un ciel dégagé. Avec Pete comme ami, l'ascension fulgurante de Steven chez Lehman est sans précédent. Une ascension dont beaucoup de singes de la finance ne peuvent que rêver. Cela fait 6 ans qu'il a commencé chez Lehman et il impose désormais le respect au sein de l'entreprise. Mince, il est même pressenti pour devenir associé. Mais il doit d'abord prouver sa valeur. Sorti de nulle part, un contrat de plusieurs millions de dollars lui tombe dessus. Tout commence par un appel. Qui appelle ? Le président-directeur général de Tropicana, une entreprise de jus d'orange. Vous prenez toujours du jus d'orange haut de gamme ? Stéphane avait travaillé pour eux, mais avec des acheteurs intéressés, ils avaient besoin de conseils sur l'offre à accepter. Une énorme responsabilité, la plus grosse affaire sur laquelle il n'ait jamais travaillé, vient de lui tomber dessus et Stéphane est complètement sous-préparé pour ça. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il réserve le prochain vol pour leur siège social. Au moment où il arrive, il a 1 heure pour se préparer avant que tout le conseil d'administration n'arrive et il panique complètement. Il doit conseiller sur une transaction de plusieurs millions de dollars avec seulement les informations qu'il a trouvées dans l'avion. Le poids du moment est suffisant pour l'écraser et après une profonde inspiration, il prend la parole. Peu de temps après, Stéphane est de retour chez lui, assis dans son fauteuil. Le feu crépite, un verre de whisky à la main. Du jazz en fond, et lui avec une expression vide sur le visage, choqué, n'arrivant pas tout à fait à croire qu'il l'avait fait. Il avait mené à bien une fusion de 500 millions de dollars, tout seul. Pas mal pour un gars qui vendait des mouchoirs, 10 centimes de l'heure. Presque tout le monde l'appelle pour le féliciter, le prodige de la fusion. Mais pas tout le monde. Pour qui tu te prends, bordel ? T'as vendu Tropicana. Je travaillais sur un accord pour les acheter. On te vire. Lundi, tu ne seras plus qu'un souvenir. Le vice-président de Lehman est furieux. Il travaillait sur un accord pour acheter Tropicana pour un autre client. Maintenant que c'était vendu, il pouvait dire adieu à son accord. Le lundi arrive comme une sentence de mort. Le vice-président de Lehman fait irruption dans le bureau, prêt à en découdre.
Il convoque une réunion avec tous les autres cadres supérieurs de la société, dénonçant une faute grave. Il exige que l'entreprise licencie Schwartzman. Heureusement, Pete est aussi présent à la réunion. Il précise très clairement que Stephen Schwartzman ne va nulle part. L'accord Tropicana scelle l'affaire. Steven devient associé à l'âge de 31 ans. C'est tout ce qu'il a toujours voulu. Mais ces célébrations sont de courte durée. Un coup d'État est sur le point d'avoir lieu. Au fil des années, Steven s'est rapproché de plus en plus de Pete, le président-directeur général, et sous la direction de Pete, la société a connu année record sur année record. Luke Luxman, tu te souviens de lui ? Eh bien, il n'a rien perdu de son tempérament. Lors d'un incident devenu célèbre, il a arraché un téléphone de la société du mur et l'a utilisé pour briser un miroir. Ah, Wall Street. Lou commence lentement à faire pression sur Pete. D'abord, il veut une promotion et Pete le nomme président. Ensuite, il veut devenir coprésident directeur général. Et encore une fois, Pete le lui accorde. Puis finalement, Lou décide qu'il veut tout le foutu gâteau. Il veut être président directeur général et il veut que Pete parte. Lou avait rallié les autres associés dans le dos de Pete et maintenant le moment était venu. Alors Pete donne à Lou la dernière chose qui lui reste. Après 10 ans de service, Pete quitte Lehman et Lou est couronné nouveau président directeur général. Et Pete dit à Steven qu'il est fatigué. Une guerre civile détruirait l'entreprise et de toute façon, il était fatigué de la diriger. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne tournent au pire. Les révolutionnaires menés par Liu prennent une série de mauvaises décisions et en quelques mois, Lehman est en grave danger financier. Aucun des associés n'ose le défier et ainsi le navire fonce droit vers un iceberg à toute vitesse, tandis que tout le monde à bord fait semblant que tout va bien devant. Bref, alors que Lehman est sur le point de sombrer dans la ruine, American Express intervient et les rachète. Un rachat facilité par Stéphane. Heureusement, Lehman ne s'approcherait plus jamais d'une ruine aussi désastreuse. À 38 ans, Stéphane, désormais libre, déteste Lehman plus que jamais. Il est désormais père de famille avec 2 enfants. Peut-être qu'il est temps de se poser, mais il est bien trop agité. Peut-être devrait-il changer d'entreprise. Non plus. Il pourrait créer sa propre entreprise. Ça pourrait bien marcher. Puis, le soir de l'annonce de la vente de Lehman Brothers, Stéphane va voir Lou. Le bâtiment est pratiquement vide, mais il aperçoit Lou assis dans l'obscurité de son bureau. Sa bande de révolutionnaires l'a abandonné, tout comme les associés et tous les autres. Il est seul, et lorsqu'il remarque la présence de Steven, il l'invite à entrer. Il parle de la honte qu'il ressent envers lui-même, de la façon dont il a mis Lehman à genoux et de son envie d'en finir. Le fait qu'il ait crié sur Steven lors de leur première rencontre, qu'il ait évincé Pete et précipité Lehman dans le chaos, tout cela a dû s'effacer à cet instant, alors que Steven s'assoit à côté de lui, dans l'obscurité. J'avais accompli beaucoup de travail pendant que j'étais chez Lehman avec... Le président de la société, Pete Peterson, et moi aimions travailler ensemble. Il était donc parti à la suite d'une lutte de pouvoir 1 an avant que nous ne vendions la société en 84. Et donc, J'ai donc décidé, après que nous ayons vendu la société, que je voulais rejoindre Pete, et Pete a décidé qu'il voulait me rejoindre, et ce que nous voulions, c'était travailler à nouveau ensemble. C'était en quelque sorte une chose logique à vouloir faire de sa vie. Et il y avait un bon ressenti, et généralement, quand on fait des choses dans la vie qui procurent un bon ressenti, ça a tendance à bien se passer. Lehman a montré à Schwartzman les sommets les plus hauts et les bas les plus profonds. Mais Stéphane est prêt à lancer sa propre entreprise, celle qui va bouleverser l'industrie financière jusque dans ses fondements. Maintenant libéré de Lehman, Stéphane se rapproche à nouveau de Pierre et il décide de se lancer et de créer une entreprise à partir de zéro. Ils s'assoient dans un restaurant tous les jours et discutent pendant des heures du type d'entreprise qu'ils vont ouvrir. Un plan stratégique formidable. Nous avons élaboré un bon plan stratégique pour faire du conseil afin de payer le loyer, puis pour entrer dans le secteur des rachats, car cela semblait, franchement, être un moyen assez facile de gagner de l'argent au milieu des années 80. Et puis, la troisième partie de notre plan stratégique était d'attirer des personnes très talentueuses. Steven voulait appeler leur entreprise Peterson et Schwartzman, mais Pete n'aimait pas ça.
Si l'entreprise échouait, leur nom serait mis en avant. Après avoir réfléchi un moment au nom de leur entreprise, le duo finit par choisir Blackstone. Ils louent un bureau, embauchent une réceptionniste et font imprimer des cartes de visite. Les priorités. Satisfaits de leur progrès et confiants dans leur entreprise, le duo investit chacun 200 000 $. Il était maintenant temps pour l'inauguration officielle du groupe Blackstone. Ils achètent une page entière de publicité dans le New York Times et pour attirer des clients, ils écrivent des lettres à toutes leurs connaissances. Tous les contacts qu'ils avaient accumulés au cours de leur décennie de travail réunis. Ils leur disent qu'ils aimeraient vraiment faire des affaires avec eux. Stéphane dort bien cette nuit-là, confiant que le lendemain apporterait un flot de travail. Mais rien ne se passe. Ni demain, ni le surlendemain. Les jours se transforment en semaines et le silence est assourdissant. Une peur viscérale s'empare de moi. Et juste au moment où tout semble perdu, le soleil se lève sur Blackstone. Le téléphone sonne enfin et du travail commence à arriver. Du travail modeste, insignifiant, un travail qu'ils pourraient juger indigne d'eux, mais qui paie tout de même. Alors que le travail de conseil permet de garder la tête hors de l'eau, Schwartzman sent qu'il y a une opportunité pour quelque chose de plus grand, quelque chose de complètement différent de ce qu'ils font actuellement. C'est tellement fou que ça pourrait bien marcher. Donc vous avez décidé de devenir gestionnaire de fonds et avez tenté de lever votre premier fonds de capital investissement. À quel point était-ce difficile ? Si vous aimez la douleur et la souffrance, c'était parfait pour vous. Imaginez cela, c'est impensable aujourd'hui. 2 personnes, dont aucune n'avait jamais fait d'investissement, ont annoncé qu'elles voulaient créer la 3e plus grande société de capital investissement de l'histoire, et bien plus grande que n'importe quel autre fonds de première levée. Donc, seules 2 personnes dérangées pourraient vraiment penser qu'elles recevraient un bon accueil. Les ambitieux Steven et Pete veulent maintenant lancer un fonds de capital investissement colossal. Mais attends, c'est quoi exactement le capital investissement ? En bref, le capital investissement pour les entreprises est similaire à la rénovation de maisons dans l'immobilier. Tu prends une grosse participation, souvent majoritaire, dans des entreprises qui ne vont pas très bien et tu les remets sur pied. Tu leur donnes un coup de neuf et avec un peu de chance, tu les revends avec un bénéfice quelques années plus tard. Avec MTV et les short engines, le capital investissement est très en vogue dans les années 80. Le fonds permet à d'autres de participer à l'action et à Blackstone de constituer une réserve de guerre suffisamment importante pour jouer dans la cour des grands. Avant même de pouvoir commencer à jouer les rénovateurs, il y a un tout petit problème. Comment diable vont-ils convaincre les gens d'investir ? On vient juste de commencer. On a annoncé que c'était ce qu'on allait faire. Et puis on est allé dans le monde des refus sans fin. Et je vous encourage à faire ça parfois parce que si vous avez déjà eu de l'ego, c'est comme du papier de verre. Il ne vous reste plus rien à la fin et vous faites toutes les erreurs élémentaires possibles. C'est-à-dire que vous commencez par vos relations les plus proches alors que vous ne savez même pas vraiment ce que vous vendez. Et vous allez les voir en disant « S'il te plaît, sauve-moi » et ils vous posent 15 questions dont vous ne connaissez même pas les réponses. Finalement, cependant, ils ont réussi à convaincre quelques investisseurs. MetLife met 50 millions de dollars et New York Life met 25 millions à une condition. La taille totale du fonds doit être de 500 millions, sinon il se retire. La vente est l'un des domaines les plus brutaux qui existent. Refus sur refus. Mais le duo fait ce qu'il faut, ils prennent l'avion de ville en ville et rencontrent d'innombrables personnes et organisations. 6 mois d'enfer à vendre et ils n'avaient pas sécurisé un seul centime pour le fonds. Peu importe qui vous êtes, ça doit vous secouer, ébranler votre confiance en vous. J'ai réalisé que l'atout que nous avions, en fait, venait de notre passage chez Lehman. Nous connaissions tellement d'entreprises différentes, tellement de personnes différentes, mais elles étaient toutes de grande taille. Donc, si nous avions un petit capital, mon associé voulait faire 50 millions. Et apprendre ? J'ai dit, ne perdons pas notre temps à apprendre. Au final, tout dépend de combien tu le veux vraiment. Près de leur point de rupture, ils organisent une réunion avec Prudential Vie, le premier financier à l'époque. Nous sommes à Newark sur un vendredi, en train de déjeuner avec le directeur des investissements, et il mangeait un sandwich au thon sur du pain blanc coupé en 2.
Moi, je présentais ce fonds de capital investissement et je lui proposais de partager une partie de nos profits de conseil. Il continuait à marcher. Sa pomme d'Adam montait et descendait. Et je continuais mon exposé. Il termine la première moitié du sandwich, entame l'autre moitié, et à mi-chemin, il me regarde et il dit « Je pense que c'est une bonne idée, mets-moi pour ça. » Et je me souviens encore très bien de ce moment. Est-ce qu'il a vraiment dit qu'il allait nous donner 100 millions de dollars? Le plus grand investisseur du monde. Donc s'il nous donne de l'argent, d'autres le suivront. Je ne voulais juste pas qu'il s'étouffe avec le reste de ce sandwich. Et Schwartzman avait vu juste. Il savait qu'il leur suffisait d'un seul grand investisseur crédible, puis les autres suivraient pour investir, et c'est ce qui s'est passé. Finalement, ils ont obtenu l'argent qu'ils voulaient. Maintenant, il est temps de l'utiliser. Alors, comment Schwartzman et Pete ont-ils facilité l'ascension de leur vaste empire de l'ombre? Je n'aime aller que de l'avant. Tous les passionnés de finance savent que si tu veux gagner de l'argent, il t'en faut d'abord un peu. Nulle part cela n'est plus vrai que dans le capital investissement. Avec leur fonds de capital investissement d'1 milliard de dollars, ils disposaient d'une véritable cagnotte et Blackstone comptait bien faire sensation. Par une analyse détaillée, le redresseur a scruté le paysage pour des opportunités. Désormais, dans la cour des grands, Blackstone disposait d'une toute nouvelle gamme de stratégies pour dégager des profits. Au lieu de simplement redresser des entreprises, ils pouvaient prendre de grands acteurs de l'industrie et consolider leur pouvoir. Comme en 1996, où Blackstone s'est associé au groupe Leven, la deuxième plus grande entreprise de pompes funèbres et de cimetières des États-Unis à l'époque, et a commencé à racheter la concurrence. D'abord, Rose Hills pour 240 millions, puis le plus grand concurrent de Leven, Prime Succession, pour la somme colossale de 295 millions. Ils ont recommencé avec Allied Waste en 1997. D'abord, il y a eu le partenariat entre Allied et Blackstone, puis le rachat de Browning Ferris, l'un de ses principaux concurrents. Grâce à cette stratégie, Blackstone a pu façonner des secteurs entiers et s'assurer que ses poulains sortaient toujours vainqueurs. Pendant ce temps, ceux qui avaient investi dans leur fonds de capital investissement observaient tranquillement depuis la touche, profitant de rendements annualisés moyens de plus de 20%. Ce genre de succès n'a pas nui à Blackstone lorsqu'il a levé d'autres fonds de capital investissement. Les investisseurs sont venus en masse et en 1997, Blackstone a levé un fonds de capital investissement colossal de 4 milliards. On peut toutefois dire que la plus grande empreinte de Blackstone a été dans l'immobilier. Grâce à leur fonds ou au Blackstone Real Estate Income Trust, Blackstone est devenu le plus grand propriétaire immobilier commercial au monde, avec de nombreuses acquisitions très médiatisées, comme les hôtels Hilton, le Bellagio Resort et Burn Leisure. Ils ont également englouti d'immenses pans de logements américains, près de 300 000, alors que les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche ces dernières années. La société est devenue un véritable géant. Elle a engrangé d'énormes profits, et leur secteur a explosé pour détenir 69 milliards de dollars de biens immobiliers, ce qui en fait l'un des plus grands fonds de placement immobilier de tous les temps. Alors imaginez, acheter 40 milliards de dollars de biens immobiliers En une journée et en revendre 20 milliards le même jour. Vente record de biens immobiliers. Dans l'histoire, en une année, c'était 10 milliards. Donc nous faisions 6 fois plus que n'importe qui. En un jour, Blackstone a éclipsé toutes les autres sociétés de capital investissement, devenant le titan de 100 milliards de dollars qu'elle est aujourd'hui, là où chaque jeune chimpanzé ambitieux rêve de travailler un jour. Avec son ascension fulgurante, elle a aussi propulsé ses fondateurs au rang de stars. Alors que Pete finirait par prendre sa retraite, Schwartzman est toujours à la tête de Blackstone, un empire multinational. Son influence est vaste et des dirigeants politiques comme Obama, Trump et même Angela Merkel ont sollicité ses conseils. L'histoire de Schwartzman illustre un point essentiel à retenir. Le succès ne vient qu'avec du sang, de la sueur et des larmes. Et si tu le veux, il te faudra la ténacité d'un combattant ou celle d'un garçon qui balaie le magasin d'articles ménagers de son père en rêvant d'une vie meilleure. Beaucoup, beaucoup plus.